Bonjour à vous, merci d'être fidèle à notre émission. Lady vous écoute vous propose en discussion aujourd'hui un sujet qui s'intitule Femmes Horizon 2025. Ça fait penser à 1995, c'était à Pékin, la conférence internationale des femmes. Merci d'être avec nous. Nous allons pour ce sujet-là avoir deux intervenants. Maître Rinala Aya, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous sur le plateau. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Et avec nous sur le plateau, Dr Gabriel Patrick Dion. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes enseignant, professeur d'université, de gestion, de management. Et surtout, vous êtes le secrétaire général du collectif des jeunes Congolais de la diaspora. C'est exact. Un collectif qui organise un événement. Je voudrais vous laisser le soin de présenter justement le collectif. Effectivement, pour la première fois donc, sur la place de Paris, nous, le collectif des jeunes Congolais de la diaspora, nous allons organiser pour la date du 28, samedi 28 avril 2012, donc une journée porte ouverte des femmes africaines, dont la thématique centrale sera donc panorama et implication de la femme congolaise à l'horizon, dans le développement à l'horizon 2025. Ce qui est vrai pour la femme congolaise, l'est-il pour la femme pas du tout congolaise, selon vous? C'est vrai pour la femme congolaise, c'est vrai aussi pour la femme africaine, en général. C'est exact. Parce que, généralement, les problématiques qui sont posées à la femme congolaise le sont également au niveau de la dimension africaine. Maître Aya, vous êtes chargée de coordonner cela. Alors, qu'en est-il exactement? Bah écoutez, déjà, on est prêt, on attend un peu tout le monde. Ouais. Alors, l'événement sera axé sur 3 thèmes principaux, à savoir un thème juridique, un thème qui porte sur les questions de société et un dernier thème qui porte sur une thématique économique. Alors, juridique, société, économique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces termes génériques, justement? D'accord. Donc, en fait, il y a un peu de tout. Et donc, j'espère que chacun trouvera quelque chose d'intéressant ce jour-là. Alors, la thématique juridique, elle porte essentiellement sur les droits de la femme, bien entendu. Et donc, nous allons faire une historique de l'évolution des droits de la femme. La thématique sur les questions de société, en fait, elle concerne plutôt les femmes dans la vie de tous les jours, dans leur rôle de mère particulièrement. Donc, nous allons parler de femmes qui sont confrontées aux difficultés d'éducation de leurs enfants. Et donc, nous ferons état de l'enfance délinquante. Puis, par la suite, nous mettrons en avant les femmes qui sont en face de difficultés un peu plus lourdes, plus graves, notamment les femmes atteintes de cancer. Oui. Donc, c'est cette thématique que nous mettrons également en avant. Et en dernier point, nous parlerons donc des questions économiques, l'entrepreneuriat au féminin, également les micro-projets. Micro-projet. Alors, micro-projet, les projets restent micro parce que le budget, il est micro. Si on avait des macro-financements, certainement que les femmes feraient de plus grandes choses encore. Je voudrais que nous rappelions d'ores et déjà le lieu, la tenue de cet événement. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde pour que nos téléspectateurs, justement, puissent s'y rendre s'ils le souhaitent? D'accord. Oui, alors le lieu, c'est le Concorde Lafayette, à Porte-Maillot, dans le 17e arrondissement de Paris. Et donc, la date, c'est le 28 avril. Et effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Nous voulons vraiment qu'un maximum de personnes puissent venir. Accès libre, entrée gratuite? Accès libre. Accès libre. Sur invitation, quand même, nous pensons avoir fait pas mal de communication sur l'événement. Et donc, il y a des invitations qui sont disponibles. Nous avons un site internet, une page Facebook, un compte Twitter. Donc, voilà. Donc, il faudrait quand même s'inscrire parce que le nombre de places est limité. Donc, voilà. Donc, il est quand même bon de s'inscrire et donc, au préalable, de se rapprocher de la coordination. Combien de personnes attendez-vous à peu près à cette rencontre? Une 200aine. 200aine. Une 200aine. Et à ce jour, combien d'inscrits déjà? On a déjà une bonne 150aine, on va dire ça comme ça. Et vous pensez que là, en 90 minutes, on ne va pas pouvoir en avoir plus que cela? Vous allez élargir les murs du Palais des Congrès. Nous précisons quand même l'adresse, 3 place Koning, donc à Paris. L'événement commencera à 13h et se terminera autour de 19h30. 01 45 55 76 87, nous sommes en direct. Une adresse mail pour pouvoir envoyer vos courriels, ladyvousécoute@telesud.com. D'ores et déjà, donc, cette thématique, cette journée de la femme africaine qui, pour d'autres raisons, a été décalée. Merci de revenir au choix des thématiques. Vous auriez pu aborder plein d'autres thématiques. Qu'est-ce qui a motivé ces choix que vous avez présentés déjà?
Alors, dès le départ, il faut dire que l'événement devrait être organisé pour le 8 mars. Oui. C'est-à-dire à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le Congo, puisque nous sommes ressortissants du Congo, a connu un événement assez triste que vous connaissez certainement, le 4 mars dernier. Il y a eu l'explosion au niveau d'une base militaire de munitions et ça a complètement dévasté deux quartiers entiers, enfin un quartier entièrement et un autre quartier partiellement. Ouais. Et donc ça fait beaucoup de victimes, ce qui a fait en sorte que, en tant qu'Africains, on a compati à cela. Et donc nous n'avons pas voulu, 4 jours après, organiser donc pour le 8 mars la Journée internationale de la femme. Nous l'avons dit que nous allons un peu reporter cela. Et nous allons reporter donc pour le 28, qui coïncide aussi, comme vous le savez, à la journée c'est la fête des mères. La fête des mères. Alors, par rapport à ça, nous avons pensé qu'il fallait un tout petit peu biaiser les choses. Au lieu de rester dans le classique de la Journée internationale de la femme, il fallait valoriser la femme congolaise et en particulier, mais la femme africaine en général, en abordant des questions, des thématiques assez diverses, assez variées, pour montrer non seulement la richesse de la femme, mais pour montrer aussi que la femme a de nombreuses compétences dans tous les domaines. Voilà pourquoi Maître Rinala vous a parlé de 3 grands champs, notamment le champ juridique, le champ sociétal et le champ économique. Pourquoi 2025 Femmes Horizon 2025 pourquoi pas 2024, 2026 Alors, excusez-moi d'aborder un peu l'aspect politique ici. Oui, juste, mais ne vous en excusez pas, nous sommes là pour cela aussi. Le gouvernement de notre pays, de la République donc, du Congo, même dans certains pays africains, je pense au Gabon par exemple, s'est donné un certain nombre d'objectifs, entre autres, faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Et voilà pourquoi nous avons pensé que le développement d'un pays ne concerne pas que le gouvernement, le développement d'un pays concerne toutes les couches de la société, et les hommes et les femmes. Et en ce qui concerne cette journée, nous avons pensé que les femmes ont un mot à dire. Parce que on en a même plusieurs. L'importance de la femme dans la société est aujourd'hui péremptoire. Elle est fondamentale dans toutes les sphères de la société. Et donc, nous nous sommes dit, la femme doit également s'investir dans cette dynamique-là pour l'horizon 2025, faire du Congo un pays émergent. Voilà. Je vous convie donc à vous tous qui nous regardez de faire de nos pays respectifs un rendez-vous d'émergence pour les femmes notamment. Rassurez-vous, pour ce décalage sur ce plateau, c'est le 8 mars tous les jours. Vous avez donc plus qu'un mot à dire, avocate de votre État, qui plus est. Je vous laisse donc la parole sur les droits des femmes. Séquence de rattrapage, revenons sur cette thématique. Qu'est-ce que ça désigne véritablement? D'accord, donc en fait, c'est une thématique, comme je l'ai dit, que j'ai voulu vraiment placer sous le thème de l'hommage. Parce qu'il est vrai que la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, enfin, on a acquis des droits, on ne sait pas trop d'où ils viennent. On les prend comme monnaie comptante, on estime que ce qu'on fait tous les jours, en fait... est arrivé comme ça. Enfin, on n'a pas toujours conscience qu'il y a des femmes qui ont lutté, qui ont dû braver les interdits pour arriver là où nous sommes. Quand on pense qu'encore juste avant 1965, il n'était encore pas possible pour une femme d'ouvrir un compte bancaire sans avoir l'autorisation pour les femmes mariées de leur mari, ni même exercer une profession séparée de celle de son mari avant cette date. Donc je pense quand même qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites et qu'on n'a pas toujours le regard objectif, on n'est pas toujours très informé. Et donc je pensais qu'il était tout de même important de revenir un tout petit peu sur ces batailles-là, sur ces luttes, pour permettre aux femmes de comprendre qu'effectivement, la lutte, c'est tous les jours, comme vous l'avez dit, et qu'il est important non seulement de lutter pour conquérir de nouveaux droits, mais aussi pour conserver nos acquis. Et donc, c'est vraiment la démarche que j'avais entendu proposer pour ce thème particulier. Est-ce que les droits des femmes, c'est une question effective pour les hommes d'aujourd'hui? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous savez que l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Hein. Nous sommes complémentaires. Et je pense que, en ce qui concerne le développement économique, en ce qui concerne les droits, aujourd'hui on parle de parité en France. Progressivement, c'est en train de rentrer aussi en Afrique, et particulièrement chez nous aussi au Congo. On le constate dans la composition des gouvernements, on le constate dans la composition de l'Assemblée nationale, on le constate au niveau du Sénat, on le constate aussi dans le monde économique. Hein, on abordera d'ici là, le 28, on abordera une thématique là-dessus, l'entrepreneuriat au féminin. On constate que les femmes aujourd'hui
progressivement sont en train de prendre beaucoup d'importance dans le champ économique. On a des femmes chefs d'entreprise. Beaucoup trop d'importance? Beaucoup trop, non. Autant qu'il en faudrait? Autant qu'il en faudrait. Je pense que ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore assez. Donc il faudrait vraiment que les femmes puissent continuer leur lutte et que nous, les hommes aussi, nous puissions, n'est-ce pas, les aider de telle sorte qu'ils puissent arriver à être des chefs d'entreprise, pas que des hommes seulement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que beaucoup plus d'hommes qui sont chefs d'entreprise, mais ça serait très bien que... Moi, j'ai toujours pensé que une femme manager, je pense que non seulement elle peut avoir les mêmes qualités, les mêmes atouts qu'un homme, qu'un manager, homme, mais je pense qu'elle a des particularités qui peuvent faire en sorte qu'elle est bonne gestionnaire. Parlons du métier que vous exercez, le métier d'avocate. Donc, est-ce que cela correspond à ce qu'il nous décrit? Est-ce que les femmes, comme les hommes, dans cette profession-là, ont les mêmes débouchés? Est-ce que les compétences sont les mêmes? Est-ce que l'attente de la clientèle est la même? Qu'en est-il? En tout cas, ce qui est certain, c'est que déjà, en termes d'accès à la profession et de profession, on voit tout de même, en tout cas pour ce qui est du barreau ici en France, c'est une profession qui est vraiment extrêmement féminisée. Il y a beaucoup d'avocates. Je me demande s'il n'y a pas plus d'avocates femmes qu'hommes en réalité. Bon, après, comment est-ce qu'on aborde les questions avec les clients? Je pense qu'il n'y a... Non, il n'y a absolument pas de démarche particulière ou de difficulté particulière. Bon, il est vrai que parfois les clients sont un peu dubitatifs, à mon avis, surtout pour les affaires assez importantes. Ils s'inquiètent peut-être, ils pensent qu'une femme ne va peut-être pas pouvoir porter de manière efficace leur dossier, mais je pense quand même que c'est une vision qui tend vraiment à disparaître. Aujourd'hui, les compétences des femmes sont largement reconnues, notamment dans notre métier. Il y a des avocates extrêmement brillantes. Nous avons d'abord Christine Lagarde qui est au FMI, qui est avocate de profession, et je pense que personne ne peut douter de ses compétences. Et donc, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit... Oui. Oui, parce que quand j'entends tout de même que nous allons les aider, je pense que ce n'est pas l'aide dont nous avons besoin. Nous avons juste besoin d'être reconnus à notre juste valeur. Nous avons des compétences équivalentes à celles des hommes, et je pense que tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons, et tout ce pourquoi nous nous battons, parce qu'en réalité, ce n'est pas une demande, hein. Nous sommes prêts à nous battre pour avoir ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est juste être reconnus à notre juste valeur. Nous avons des compétences, nous ne mendions pas, nous ne demandons pas, nous voulons juste être reconnus à notre juste valeur. Est-ce que le fait que les femmes soient reconnues par elles-mêmes à leur juste valeur n'est pas assez pour elles? Faut-il, en plus, que les hommes daignent les reconnaître? Je pense que de toute manière... le travail, l'efficacité sur le terrain montrent déjà à suffisance que nous sommes fortes. L'année dernière, il y a tout de même le prix Nobel de la paix a quand même été remis à 3 femmes de valeur, et je pense que nous n'avons plus à prouver quoi que ce soit aux hommes. Si vous prenez notre émission en cours, notre sujet s'intitule aujourd'hui Femmes Horizon 2025, un rendez-vous que nous ne nous donnons pas, alors si Dieu le veut bien, que nous donnons aux générations futures, avec sur le plateau, à travers le collectif des jeunes Congolais de la diaspora, représenté ici par le secrétaire général. Je voudrais que nous parlions du collectif. Est-ce qu'il est mixte? Est-ce qu'en représentativité, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes? Ça, c'est vraiment notre particularité. Notre particularité, c'est-à-dire que dans la majorité des postes, nous n'avons que des femmes. Des postes de décision. Des postes de décision, j'entends. Effectivement, nous n'avons que des femmes. Donc, nous faisons en sorte que la parité soit respectée. Donc, Maître Rinala qui est là, elle est déjà chef du département des relations européennes, c'est ça, hein, avec, extérieures. Avec l'Union européenne, je crois. Également. Oui, également. Et donc, la dame qui devrait être là avec nous, Madame Ounonou Agnès, elle-même est déjà chef du département chargé donc de l'entrepreneuriat féminin. Effectivement, le collectif des jeunes Congolais de la diaspora fait en sorte que nous puissions non seulement contribuer à la promotion de la femme, mais faire en sorte que nous puissions la valoriser. La diaspora, qui dit diaspora, signifie que vous n'êtes pas dans le pays d'origine. Comment allez-vous faire pour être concret dans les actions que vous voulez mener? Est-ce qu'elle s'adresse à ceux de vos compatriotes qui sont dans la diaspora, eux aussi? Est-ce qu'elle s'adresse ces actions-là aux compatriotes qui sont restés dans le pays? Comment allez-vous faire pour être efficace là-bas alors que vous êtes ici? On peut dire en termes statistiques, on peut dire que 75 à 80% des actions que la diaspora va mener aura pour terrain l'Afrique, le Congo.
Comment et 25% ici. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes un collectif, nous l'avions compris, c'est-à-dire que c'est une somme de plusieurs associations africaines, congolaises en particulier, qui sont ici installées en France, à l'extérieur du continent africain, qui mènent des actions concertées en vue d'être appliquées au Congo. Et donc aujourd'hui, combien d'associations membres de par l'Europe? Nous sommes plus d'une au sein du collectif. Au sein du collectif. Plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine d'associations font partie de ce collectif. Essentiellement en France ou dans les autres pays européens? Essentiellement en France. La tendance aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions aussi attirer les associations congolaises qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont au Portugal, qui sont en Espagne. La tendance est celle-là. Et nous avions vu lors du triste événement dont nous avions été victimes, le 4 mars dernier, où toutes les diasporas, tous les Congolais qui sont à l'extérieur, pas seulement en France, en Belgique, en Allemagne, au Portugal, un peu partout, toutes ces associations, toutes ces diasporas ont œuvré dans le cadre de l'aide humanitaire pour pouvoir aider notre pays qui était sinistré. Donc la dynamique, c'est faire en sorte que nous puissions rassembler toutes ces diasporas-là, rassembler tous ces Congolais, toutes ces associations-là, pour que le seul terrain qui nous intéresse, qui est le Congo, puisse être bénéficiaire de toute l'aide humanitaire que nous avons rassemblée. Voilà pourquoi je dis que 75%, 80%, ça sera le Congo. Si je peux me permettre, oui. juste pour compléter ce que vient de dire Gabriel, c'est juste préciser que dans notre démarche de collaboratrice dans le cadre du collectif, ce que nous voulons, c'est vraiment créer des partenariats. Nous sommes un groupement d'associations, mais nous travaillons également en partenariat avec des associations qui sont sur le terrain au Congo-Brazzaville, ce qui nous permet donc d'être actifs et réactifs justement dans notre travail. C'est vraiment un partenariat que nous tenons à privilégier. Et les femmes là-dedans, comment allez-vous faire pour justement les cibler de manière spécifique, leur apporter l'accompagnement dont elles ont besoin? Parlons déjà des jeunes de la diaspora. Oui. Écoutez, pour ce qui est des femmes, la plupart des projets aujourd'hui que nous privilégions et que nous entendons justement mettre en avant sont des projets qui sont portés par des femmes ou qui sont en tout cas en direction de la population féminine. Et donc, nous avons des partenaires sur le terrain qui nous exposent, enfin qui nous exposent un peu leurs différents besoins et qui nous présentent les projets qu'ils entendent porter. Et nous, en tant que partenaires, nous voyons dans quelle mesure est-ce que nous pouvons leur apporter l'aide qu'ils souhaitent, qu'il s'agisse d'une aide en matière de logistique ou en termes de compétences, de qualifications. Nous leur apportons l'aide et nous mettons ensemble le projet, généralement pour qu'il soit mis en place au Congo-Brazzaville. Par ailleurs, il faut savoir que les femmes de la diaspora ont une grande expertise. Les femmes africaines en général et congolaises en particulier, parfois elles peuvent avoir de bonnes idées, mais le problème c'est dans la formulation du projet. Dans l'évaluation du projet, la quantification du projet, il y a des petits soucis. Alors, les femmes congolaises de la diaspora peuvent leur servir d'expertise. Elles peuvent donc permettre à ce qu'ils puissent leur évaluer leur projet, quantifier leur projet, leur chercher des financements nécessaires, parce que les idées, c'est bien beau de les avoir, encore il faut avoir le financement nécessaire pour pouvoir financer l'investissement, les mener à bien. Et le collectif des jeunes Congolais diaspora, ayant l'expertise nécessaire, ayant des femmes compétentes, avec l'expertise nécessaire, comme je disais, peuvent donc les aider, notamment, à pouvoir rechercher des sources de financement nécessaires pour pouvoir financer ces investissements-là. Et notamment dans le montage financier des dossiers. Vous ne pensez pas si bien dire, j'allais justement vous poser la question, comment est-ce que ce collectif est organisé lui-même pour pouvoir avoir ses moyens financiers et accompagner les personnes, les membres, les associations qui sont avec eux? Je disais tout à l'heure que nous avons de l'expertise, ce qui fait que si quelqu'un, une femme, un homme, a un projet et souhaite aller investir par exemple au Congo, nous pouvons mettre à sa disposition une certaine logistique. Nous pouvons mettre à sa disposition nos compétences. S'il a une idée, il a des idées, on va dire comme ça, griffonnées sur un bout de papier, nous pouvons l'aider à pouvoir donc faire un très bon montage du dossier, tant dans les aspects administratifs, juridiques que dans les aspects financiers, afin que nous puissions l'aiguiller également dans les différentes sources de financement, les différents organismes qui existent, qui peuvent favoriser le financement d'un investissement, que ce soit sur le plan européen, français notamment, ou sur le plan local, notamment congolais.
Parce que généralement, quand on est à l'extérieur, on ne maîtrise pas le local. Et on maîtrise peut-être certains organismes d'ici, mais on ne maîtrise pas tout le circuit de financement du pays. Eh bien, nous avons la compétence nécessaire, nous avons l'expertise nécessaire qui peut nous permettre justement de pouvoir les aider dans ce sens-là. Vous avez parlé des questions d'éducation. Alors, comment la question se pose-t-elle précisément pour la diaspora congolaise ou les femmes au pays ? Oui, alors, en tout cas, tel que nous l'avons abordé pour la journée porte ouverte, c'est vraiment pour les femmes qui rencontrent des difficultés, qui ont un enfant difficile et qui est livré, malheureusement, au circuit de la délinquance. Donc, notre démarche à nous, c'est d'examiner un tout petit peu les causes de cette délinquance, les causes sociologiques, et nous voyons qu'effectivement, malheureusement, parmi celles-ci, on trouve qu'il y a effectivement les foyers monoparentaux, notamment où la femme est le seul pilier de la famille, où effectivement elle doit travailler, elle n'est pas toujours en tout cas au domicile, elle a peut-être parfois du mal à gérer sa famille. On remarque qu'effectivement ces foyers sont des foyers qui sont exposés au phénomène de délinquance. Bon, il y a bien d'autres causes sociologiques, mais vraiment nous avons voulu un peu axer notre thématique sur toutes ces difficultés-là, et donc nous avons voulu voir comment était traitée aussi la réponse de la société et de la justice au phénomène de la délinquance infantile. Alors justement, parlons-en de la réponse de la société déjà aux situations des familles monoparentales, et notamment quand les femmes sont chefs de famille monoparentale. Justement, on voit bien que la réponse n'est pas toujours adaptée. Qu'est-ce qu'on a ? On voit que ce sont toujours des populations qui sont en désarroi et que de toute manière, ça reste un problème. Il n'y a pas de solution en tant que telle. C'est vrai que l'État s'investit beaucoup, qu'il y a pas mal d'aides qui sont accordées à ces femmes, mais on voit que de toute manière, on est un peu dans une impasse. Ces femmes veulent travailler et elles en ont le droit, mais il est vrai qu'on nous demande en même temps d'être aux côtés de nos enfants, d'être une bonne maman, d'être une bonne conjointe pour celles qui sont mariées, également d'être une bonne professionnelle. Et c'est vrai que parfois, on a un peu de mal à concilier tout ça. Et surtout quand on est seul au domicile, il est évident qu'on n'a pas toujours les moyens. Et surtout quand les enfants arrivent à l'adolescence, parfois, effectivement, ça peut être difficile, surtout pour les jeunes garçons. Et enfant dû, on entend dire il ne fallait pas se séparer, il valait mieux supporter tous les affres. C'est pas toujours un choix. c'est pas toujours un choix. Mais bon, après, voilà, c'est pas toujours un choix. Il y a des hommes qui préfèrent partir. Il y a des hommes qui préfèrent partir et puis on ne les retient pas. S'ils partent, on ne les retient pas. Mais bon, la question est un tout petit peu plus sérieuse. Non, il est vrai que ce sont vraiment des foyers qui sont particulièrement exposés. Et donc, nous avons voulu vraiment porter toutes ces questions au public pour qu'on puisse librement en débattre et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons apporter des solutions. En même temps, on n'a pas la prétention d'avoir la tout clé en main. Mais je pense qu'il est vraiment important d'en discuter, de voir quelles sont les réalités que chacun d'entre nous vit. De toute façon, dans le déroulement de la journée du 28, il est prévu des échanges. Ici aussi, aujourd'hui, il est prévu des échanges. Et donc, le collectif des jeunes Congolais et diaspora, sur le plan strictement scolaire, et donc de l'éducation, a aussi mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent de pouvoir aider les familles monoparentales, notamment des femmes qui toutes seules élèvent leurs enfants, surtout sur l'aide scolaire. Alors justement, sur cette aide scolaire, une fois qu'on a aidé les parents à scolariser les jeunes et les filles notamment, y a-t-il un accompagnement pour la scolarisation, la scolarité de ces jeunes filles en tenant compte de leur réalité ? Justement, c'est beaucoup plus dans l'accompagnement. La femme qui travaille aujourd'hui en France, qui est toute seule d'abord, qui élève ses enfants toute seule, qui travaille, donc toute la journée pratiquement elle n'est pas là, elle n'est pas à la maison. Et les enfants qui reviennent, parfois maman n'est pas encore là et donc doivent s'occuper. Voilà. Et donc le collectif des jeunes Congolais de diaspora a pu mettre en place un mécanisme qui fait en sorte que nous avons des enseignants, nous avons des gens qui ont des compétences, qui peuvent aider ces enfants-là, non seulement à la garde des enfants, mais également à leur faire des devoirs maison, et permettre à ce qu'ils puissent, n'est-ce pas, les accompagner dans leur formation scolaire, depuis l'école primaire jusqu'au niveau de l'université. Moi-même, personnellement, je passe de foyer en foyer, de famille en famille, pour pouvoir aider les jeunes dans leurs devoirs, voilà. Alors, à quand la sensibilisation des hommes à ces questions-là aussi ? Parce qu'on dit l'accompagnement des enfants, c'est la charge des mères, c'est vrai. Les enfants ne seraient pas fâchés d'être accompagnés aussi par les pères. Serait-il pas opportun d'avoir un accompagnement, une sensibilisation dans ce sens aussi ? Nous allons prendre Madame Atour au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Madame. Alors, moi, je suis bien intéressée par rapport à ce sujet. Parce que justement, je viens juste d'envoyer un message à Lydie aujourd'hui. Je l'ai reçu. Pour demander de l'aide. Parce que j'ai des projets à soumettre, mais j'ai pas la possibilité, en fait, je n'ai pas beaucoup de connaissances.
Et donc, j'aimerais bien savoir si ces messieurs et cette dame pourraient bien m'aider à contacter leur collectif afin de pouvoir réaliser mes projets avec eux, avoir de l'aide, voilà. C'est surtout pour le Congo et c'est surtout pour les femmes aussi. Parce que j'ai été dans la situation de certaines jeunes filles qui ont fait des formations mais qui n'ont pas pu avoir du travail parce qu'ils n'avaient pas de l'expérience qu'il fallait, parce qu'ils n'avaient pas du matériel dans leur centre de formation. Et moi, aujourd'hui, j'ai réussi dans ce même métier, mais en France. Donc, j'aimerais bien les aider, eux, à leur tour, à pouvoir accéder à l'emploi avec de l'expérience, avec du matériel, travailler avec du matériel qu'il faut, parce que justement, au Congo, on n'a pas forcément de matériel ou les ingrédients qu'il faut. Donc, je suis bien contente que ça passe aujourd'hui, parce que c'est vraiment très intéressant pour moi. Merci, voilà. Madame. Alors, en effet, monsieur et madame sur le plateau ont eu connaissance de votre mail juste avant le début de cette émission sur les besoins des femmes, des jeunes filles, nous dit-elle. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Au niveau du collectif, ce que nous faisons principalement au-delà de l'aide à l'éducation telle qu'elle est proposée par M. Dion, nous avons pas mal de choses. Après, il faut faire la part des choses. Ce que nous faisons ici en France ou ce que nous proposons également pour le Congo. Alors, pour le Congo, par exemple, nous avons pensé qu'après les différentes thématiques qui sont exposées, nous avons pensé qu'il serait bon de faire une sorte de synthèse, une sorte de rapport pour voir réellement quels sont les besoins qui sont sur le terrain et penser à la manière à laquelle nous allons pouvoir y répondre. Nous avons déjà pensé qu'il serait bon, effectivement, de mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain, des campagnes d'information et aussi des moyens d'émulation de la jeune fille. Parce que c'est vrai que, y a pas mal de problèmes qui se posent à cette population féminine en particulier. On voit notamment qu'au Congo-Brazzaville, il y a pas mal de jeunes filles qui sortent du circuit scolaire lorsqu'elles sont en état de grossesse, il y a des problèmes d'information, de planning familial, enfin, toutes ces questions. Et ce que nous voulons, c'est effectivement apporter une aide matérielle. Nous y avons pensé, nous avons des projets tout au long de cette année que nous comptons mettre en place pour apporter une aide matérielle, mais également prévoir un suivi de ces jeunes filles sur place, c'est-à-dire nous avons prévu des campagnes de sensibilisation, effectivement, mais également un accompagnement sur le long terme, leur permettre d'avoir accès à une formation. Et donc, nous avons pas mal de recommandations dont nous ferons état le 28 avril. Et donc, raison pour laquelle nous invitons déjà Madame Latour à venir le 28. Alors, on va rappeler l'adresse Internet, justement, du collectif des jeunes Congolais de la diaspora. Vous cherchez vos lunettes. Alors, on ne va pas chercher les lunettes longtemps. Des lunettes, j'en ai. www.cjcd.org. www.cjcd.org pour pouvoir donc rentrer en contact avec vous. Autre point, je vous posais la question tout à l'heure sur la sensibilisation. Je vous interrogeais sur la sensibilisation des hommes à l'accompagnement de l'éducation des enfants. Autre point qui pourrait mériter d'être vu aussi, sensibilisation des hommes quand on parle des grossesses des jeunes filles, souvent les géniteurs sont des hommes, on va dire, assis. Entendez, des messieurs bien comme il faut sous tous les angles et pourtant leur sens de la responsabilité à ce moment-là n'est pas tout à fait là où il faudrait. Pourrait-on envisager qu'il y ait quelque chose d'entrepris là-dessus? Vous avez effectivement raison. Moi j'ai toujours dit que, sauf en cas de viol, la responsabilité de l'homme est beaucoup plus importante que celle de la femme dans ce fléau. Quand vous dites sauf en cas de viol. C'est-à-dire que malheureusement dans la société on trouve des hommes qui sont responsables, hélas, on trouve aussi des hommes qui ne sont pas responsables. Vous êtes un homme marié, vous n'avez rien à faire ailleurs, hors du foyer conjugal. Vous n'êtes pas marié, pour avoir une seule copine, ça vous suffit. Mais seulement, les constitutions des différents pays africains, comme vous le savez, autorisent aujourd'hui si je prends que le cas de mon pays, la constitution autorise jusqu'à 4 femmes. Jusqu'à 4 femmes. Certains hommes responsables peuvent s'arrêter là, au respect de la constitution. Mais seulement certains hommes... Encore que le respect de la Constitution n'est pas obligation, injonction d'avoir 4 femmes. Tout à fait. Je pense qu'une seule suffit, largement. Déjà, avec une, on a suffisamment de problèmes. Donc, si... De bonheur ou de problème? Moi, je suis assez surprise de la conception de la femme qui est présentée. C'est toujours dans la complexité de la gestion d'une famille qui fait en sorte qu'on a une femme, on a des enfants, c'est déjà compliqué. Avec les moyens aujourd'hui, le taux de chômage, le revenu, tout et tout. Donc, ça suffit comme ça que d'en avoir 3, d'en avoir 4, même si dans le respect de la Constitution. Et pourtant, la réalité, quand même, sur le terrain, elle est tout autre. Hélas, c'est ça. Mais ça, c'est encore un problème d'éducation aussi, madame.
un problème d'éducation. Mais comment comptez-vous procéder pour que, enfin, parce que tout le monde nous dit c'est vieux comme le monde, mais comment pensez-vous que ce rendez-vous que vous donnez Horizon 2025 pour les femmes, pour le mieux-être de ces jeunes femmes de 2025, encore faudra-t-il que les hommes de 2025, eux, aient compris, accepté, intériorisé que ce que vous nous décrivez là n'a plus lieu d'être? Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète encore, c'est un problème d'éducation. Non seulement de la part de l'homme, qui est l'initiateur, mais également de la part de la femme aussi. Hein. Les responsabilités sont partagées, hein, je pense. Oui, non, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit. Cependant, vraiment, j'y tiens, parce que pour côtoyer cette réalité de manière quotidienne dans mon travail, c'est-à-dire avoir des femmes qui se retrouvent avec des enfants, toutes seules à les élever, alors que le père ne participe aucunement à l'éducation des enfants et qu'il ne contribue pas, je trouve que c'est simplement un scandale. Il est vrai que l'on peut, on peut se ranger derrière la fatalité et dire que c'est des questions d'éducation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas de solution, c'est des questions d'éducation. Donc, voilà. Non, je pense que la loi donne des armes aux femmes, il faut que les femmes s'en saisissent. Nous avons un réel problème d'information de la jeune fille et ça, vraiment, j'y tiens particulièrement. Je pense que ce que nous ferons vendredi, c'est aussi rappeler qu'il est important aux jeunes femmes en Afrique, mais comme ici, d'avoir un accès aux droits et à la justice. Elles ont des droits, ces femmes qui ont des enfants. Elles ont des droits et elles doivent les faire respecter. Il est important de comprendre qu'un homme qui a reconnu un enfant doit s'en occuper. Et ça, ce n'est pas une question de désir, vouloir ou pas vouloir. C'est une obligation légale. Monsieur de Nantes, vous avez la parole. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour Lady, bonjour à vos invités. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Marc, je vous appelle de Nantes. Donc, j'ai deux petites questions à poser à vos invités, que je félicite pour leurs initiatives, et surtout quand on a l'idée d'être au service de ses compatriotes et de son pays, c'est très bien. La première question, moi je la pose, j'ai l'impression que si je vous ai bien écouté, vous intervenez aux côtés des femmes qui élèvent leurs enfants seuls, vous leur apportez votre aide, par exemple, en matière d'éducation. Mais je connais des femmes originaires du Congo qui ont des enfants handicapés en bas âge, notamment des enfants autistes, et qui ont des difficultés déjà. Vous savez que l'accueil dans les structures, c'est très difficile en France. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et ces femmes sont obligées de rester à la maison, de s'occuper 24 heures sur 24 de leurs enfants, et donc ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se former, ne peuvent rien faire. Est-ce que c'est prévu dans votre organisation de prise en charge de l'aide pour ces gens de femmes? Parce que j'en connais une qui est originaire des Pointes-Noires et qui vit à Bordeaux, qui souffre vraiment. Si vous avez prévu ça. Deuxième question. L'horizon 2025, c'est bien. Et moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'avec les ONG, on ne développera jamais nos pays. Quelle est la part de ce que vous faites? C'est très bien d'aider les gens. Et en aviation, ça s'appelle navigation à vue. Pourquoi est-ce que tous les collectifs, toutes les ONG qui se multiplient en Afrique, pourquoi vous n'essayez pas d'agir sur... Je ne propose pas de faire de la politique. Néanmoins, il existe un ministère du plan dans chaque pays. Pourquoi vous n'entrez pas dans ce domaine-là? Essayez de faire en sorte que les budgets qui est alloués à ces domaines puissent être revus à la hausse, de manière à ce que ça rentre dans des plans à moyen, à court terme, pour que ça soit résolu. Je ne pense pas. En 2025, je vous appellerai. Vous n'aurez pas atteint votre objectif. Merci monsieur pour votre intervention. Alors, réponse à notre téléspectateur, 2025, certes, nous dit-il, mais 2000 demain, ou même 2000 aujourd'hui, il est des femmes qui sont dans le besoin, il est des jeunes qui sont dans le besoin. Que comptez-vous faire pour cela? Le collectif des jeunes Congolais de la diaspora est très jeune encore. Elle n'est pas encore... il porte bien son nom. Voilà. Et n'est pas encore éparpillé sur l'ensemble du territoire français. Et notamment votre cas, notamment Bordeaux, si j'ai bien compris. Non, monsieur est à Nantes. Mais le cas de la femme en question, c'est à Bordeaux. Madame appelée de Tours.
Ah, ok. Donc, nous ne sommes pas encore représentatifs sur l'ensemble du territoire français. Nous ne sommes que, hélas, pour le moment, dans l'Île-de-France. L'Île-de-France est pourtant déjà 50 associations membres du collectif. Voilà. Et donc, si elle était au niveau de l'Île-de-France, on pourrait voir ce qu'on pourrait faire. Mais Rennes, Nantes, Bordeaux, c'est un peu compliqué. Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que c'est la domiciliation géographique de la personne qui pose problème ou est-ce que quelqu'un, où qu'il soit, en vous contactant, peut avoir des solutions? Oui, c'est-à-dire que là, on travaille sur la base du bénévolat. On fait déplacer des gens. Oui. Dans toute l'île de France pour pouvoir aider X, Y, Z par rapport à la spécificité de son problème. Donc c'est ce qui fait que quand c'est trop loin, c'est un peu compliqué. Et si madame se déplace, c'est madame qui est à Tours, imaginons qu'elle se déplace. Ça, c'est la première dimension du problème. La deuxième dimension du problème, les problèmes autistes, ça demande quand même une formation un peu particulière. Ça demande une certaine expertise quand même. C'est l'occasion peut-être de lancer un appel aussi à d'autres compatriotes. Justement, on peut toujours rechercher au sein du collectif des jeunes Congolais de diaspora, au sein de l'ensemble de toutes ces associations-là, s'il y a des gens qui ont des compétences dans le domaine des enfants autistes, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse chercher quel type d'aide appropriée on pourra donc apporter à cette famille congolaise. Alors, juste un point, quand on dit collectif des jeunes Congolais de la diaspora, y a-t-il une limite d'âge au-delà de laquelle personne ne peut... C'est le collectif qui est jeune ou est-ce que c'est les gens de la diaspora qui se doivent d'être jeunes? Dans la tête. Ah oui, dans la tête. Il faut être dynamique. La jeunesse, c'est pas un concept qui est lié à l'âge. C'est un concept qui est lié à l'état d'esprit. Voilà. On peut être jeune, on peut être vieux, mais être jeune d'esprit, comme l'inverse aussi. Donc c'est beaucoup plus un concept. Voilà. Pour la deuxième partie du problème, il est hautement politique. Hautement politique, il n'appartient pas à une association de pouvoir demander une augmentation d'une enveloppe financière ou du budget du ministère non. Les budgets sont discutés par l'Assemblée nationale, ils sont votés par l'Assemblée nationale, donc c'est les différents députés qui représentent le peuple qui doivent faire des propositions pour que l'on puisse augmenter l'enveloppe financière relevant donc du ministère approprié. Par contre, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle on ne peut pas laisser le développement économique, social, culturel et politique d'un pays seulement aux mains de l'État, aux mains des gouvernants. Nous pensons que le tissu associatif, nous pensons que le secteur privé, nous pensons que les associations peuvent aussi apporter leur contribution au développement socio-économique d'un pays. Voilà pourquoi, lors du sinistre du 4 mars dernier, vous avez vu un sursaut national de toutes les associations congolaises partout où elles se trouvent, depuis l'Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis. Tout le monde s'est mis debout parce qu'on s'est rendu compte que il fallait faire quelque chose. Si on laissait seulement la place à l'État congolais, avec ses maigres moyens, c'est pas possible. Voilà pourquoi tout le monde doit apporter sa contribution pour le développement Alors, nous allons reprendre Madame Atour et ensuite en venir sur un point. Est-ce que les femmes juristes se constituent en association pour accompagner toutes les femmes qui peut-être ne connaissent pas leurs droits? Tout à l'heure, vous disiez les femmes ont leurs droits, quand bien même elles seraient chefs de famille monoparentale. Il faut que les hommes paient la pension alimentaire, mais encore faut-il qu'elles le sachent et qu'elles sachent comment procéder pour les y emmener. Je voudrais bien que nous revenions sur ce point. Madame Atour, nous vous écoutons à nouveau. Bonjour. Alors, je voulais répondre à monsieur tout à l'heure qui disait que par rapport aux problèmes géographiques, et que si j'étais en Ile-de-France, j'aurais pu avoir de l'aide plus facilement, parce qu'il y a des gens qui interviennent plus rapidement. Et ben moi, je veux vous dire que moi, je peux me déplacer, parce que j'ai été en Ile-de-France, je viens juste d'emménager à Tours. J'ai 24 ans, donc je me bats pour ma vie, pour pouvoir réussir et aider aussi les autres. Donc moi, s'il faut que je me déplace pour venir sur place en Ile-de-France, pour pouvoir avoir de l'aide par rapport à mon projet, voir mon projet ensemble avec eux, je suis bien d'accord. Moi, ça me dérangerait pas. Par contre, concernant tout ce qu'ils disent Femmes Horizon 2025, tout ça, moi, j'y crois pas vraiment parce que je me dis que le travail, c'est sur place qu'il faut le faire. Tout ce que vous allez faire ici, et toutes les personnes qui sont là-bas qui vont dire il y a des besoins par-ci, il y a des besoins par-là, que les femmes ont besoin de ça, ont besoin de ci, ils prennent cet argent, ils mettent dans leur poche. C'est pas pour aider les gens, c'est pour garder pour eux. Donc moi, je suis pas d'accord de faire du travail ici, sachant que c'est là-bas qu'il y en a besoin. Donc si vous voulez vraiment aider les femmes Horizon de 2025, je proposerai moi d'aller sur place, de faire
du porte-à-porte, de voir les femmes, de les rassembler et de les donner les conseils nécessaires. Tout ce que vous allez donner comme conseil ici aux femmes en France, déjà on en a accès par d'autres associations, par la mairie ou par certaines villes. On a l'accès à tout ça. Les droits, on peut chercher. Il faut juste savoir où aller chercher. Mais les femmes de là-bas, de l'Afrique, du Congo, ils savent pas tout ça. Ils sont à la maison, ils éduquent leurs enfants comme ils peuvent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour élever leurs enfants et ils savent pas ce qu'est le droit. Ils savent pas tout simplement plein de choses. Comment faire pour trouver du travail. Ils savent pas tout ça. Merci. Donc, ici, ça servira à rien. Merci, madame. Alors, je voudrais, avant que vous ne vous déplaciez de Tours, vous recommander vivement quand même d'aller sur le site www.cjcd.org de ce collectif des jeunes Congolais de la diaspora, avant que de vous rapprocher de... Madame nous dit quelque chose de pertinent, et c'était déjà ma question tout à l'heure, et je la dirigeais là vers les associations potentielles, les potentielles associations de femmes juristes qui se mettraient ensemble ici, là-bas, afin d'accompagner les femmes dans la connaissance de leurs droits, dans les moyens de pouvoir avoir raison auprès de la justice quand c'est le cas. Oui, oui, franchement, là, on entre vraiment, comme je vais le dire, dans le cœur du sujet. En fait, le collectif des jeunes Congolais à la diaspora avait vraiment prévu pour cette année d'axer ses efforts sur les questions relatives aux femmes. Et donc, nous avions pensé que nous démarrions nos activités à partir du 8 mars. Et dans le cadre des projets que nous avons entendu mettre en œuvre cette année, nous avons pas mal de femmes juristes au sein du collectif. Et ce que nous voulons vraiment... c'est pas seulement faire des campagnes de sensibilisation ici, bien sûr, ce n'est vraiment pas intéressant. Car elle l'a dit, des conseils, on en a. Et puis on a un accès au droit tout de même, effectivement, assez efficient ici déjà. Oui. Non, ce que nous voulons vraiment, effectivement, c'est permettre aux femmes aussi qui sont sur place d'avoir un accès au droit efficace. Mais de quelle manière ? Il y a un barreau au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il y a de nombreux barreaux au Congo qui ont déjà aussi des actions de juristes et qui travaillent, qui font déjà des efforts de sensibilisation. Mais c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas assez. Et ce que nous voulons, nous, vraiment, c'est apporter une aide supplémentaire. Nous voulons vraiment établir ce travail coopératif. Ce que nous voulons, c'est pouvoir... venir organiser quelque chose, des grandes campagnes, 1 à 2 fois par an, pour permettre aux femmes de leur expliquer qu'elles ont des droits, mais vraiment des droits élémentaires, et voir comment est-ce qu'elles peuvent les mettre en pratique. Parce que, bon, il est vrai que non seulement elle parle de l'information, c'est-à-dire de la connaissance des droits, mais on a un vrai problème aussi en Afrique, c'est vraiment l'accès à la justice. Il y a des femmes qui se disent que, bon, au niveau socialement, ce serait peut-être mal perçu de porter plainte contre son mari. Et pourtant, on a même de nombreux cas de violence. Hein. Il n'y a pas que des questions de pension alimentaire, il y a aussi des cas de violence avérés. Et c'est vrai que le regard de la société est encore extrêmement lourd, tout à fait, sur ces femmes qui prennent leur courage et décident justement de dire non à la violence, de dire non aux humiliations. Et notre but à nous, c'est effectivement sensibiliser sur le droit, mais également leur permettre d'avoir accès à une justice efficace. Et donc, c'est un long travail parce que j'entends bien, on a l'impression qu'on ne fait jamais assez, mais on a vraiment la pesanteur de la culture, des traditions, qui fait que c'est pas facile, c'est pas rapide, mais il faut bien commencer quelque part. Et nous entendons commencer assez tôt, maintenant, et nous espérons avoir du résultat. Alors, parlons-en de la pesanteur sociale sur la vie des femmes. Ça, c'est vrai, effectivement, ce que Maître Renala vient de dire, c'est extrêmement important. Les pesanteurs sociales, c'est capital dans le comportement des femmes. Hein, c'est capital dans le comportement des femmes. Le regard de la société vis-à-vis de la femme, lorsqu'elle est victime de violences conjugales, lorsqu'on viole même ses propres droits, avant de mener toute action, elle regarde d'abord la société. Qu'est-ce que la société va penser d'elle? Qu'est-ce que papa, qu'est-ce que maman, qu'est-ce que l'oncle, qu'est-ce que le cousin va penser? Qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que l'entourage immédiat va penser? Et ce microcosme, tant qu'on n'a pas détruit, combattu ces pesanteurs-là, c'est difficile que, même si on connaît ses droits, qu'on puisse avoir accès. Ensuite, pour répondre à la dame qui a téléphoné tout à l'heure, elle a raison. Certaines aides, effectivement, l'expérience malheureuse montre que certaines aides financières, quand elles arrivent en Afrique, elles sont, comme on dit en comptabilité, détournées sur d'autres chapitres, c'est vrai. Mais on a trouvé d'autres palliatifs, d'autres moyens pour pouvoir un peu corriger ça. Lorsque nous avons eu, le 4 mars dernier, lors de notre sinistre, toutes les diasporas, toutes les associations congolaises de l'extérieur qui ont envoyé des dons humanitaires,
que ce soit en personnel médical, que ce soit en médicaments, que ce soit en matériel médical, que ce soit en argent, que ce soit... Eh bien, tous ces dons-là, quand ils sont arrivés, les diasporas se sont organisés en conséquence pour pouvoir envoyer leur personnel, envoyer leurs membres associatifs vers le pays pour qu'ils puissent arriver à recevoir l'aide et à assurer l'accompagnement, la répartition, la distribution de ces aides sur le terrain pour qu'ils puissent être convaincus qu'effectivement l'aide va arriver à bon escient, à destination. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne le financement des investissements. Ça sera la même chose également que le collectif des jeunes congolais pense également faire cela. C'est-à-dire que si nous apportons de l'aide sur le plan local, ça sera donc des gens d'ici ou encore nos représentants qui sont sur place là-bas qui vont amener auprès de ces différentes femmes qui sont dans le besoin l'aide nécessaire pour qu'on puisse être convaincu qu'effectivement l'aide est allée du point A et est bel et bien arrivée au point B. Madame parlait de sensibilisation. Alors, sensibiliser les femmes, les accompagner dans la connaissance de leurs droits, dans la mise en pratique, mais sensibiliser les hommes, je réitère ma question. Comment pourriez-vous envisager de procéder véritablement? On parle de pesanteur culturelle, chacun aime beaucoup sa tradition. Au nom de la tradition, on fait ce qu'on pense devoir faire. Il y a des travers quelquefois. Que peut-on faire à ce niveau-là? Chaque chose a un début, il y a un début à tout. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile, mais avec les différents... Aujourd'hui, il y a la liberté de presse en Afrique, en général. Il y a la radio, il y a la télévision, oui. Il y a la radio, il y a la télévision, il y a la radio nationale et la télévision nationale. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on bénéficie des radios privées, on bénéficie des télévisions privées, on bénéficie d'une presse privée. Donc, si on commence déjà, ne fût-ce qu'à travers ces radios privées, ces télévisions privées, cette presse privée, à véhiculer l'information, à sensibiliser la population féminine à ses droits, je pense que petit à petit, nous allons commencer à briser ces tabous. Petit à petit, nous allons commencer à briser ces pesanteurs sociales. Mais tant qu'on n'en parle pas, madame, les hommes se sentiront toujours dans leur Alors parlons-en, nous sommes là pour cela aussi, en partie, s'adresser aux hommes, certes nous donnons parole aux femmes et aux hommes, mais faire passer des messages aux hommes de la part d'un homme sur ces aspects-là, et c'est ce que j'essaie d'obtenir de vous depuis un moment. Écoutez, moi, en ce qui concerne le chapitre violence conjugale, oui. Rien que sur ce chapitre, moi, je suis de religion kimbangiste. De par ma religion, la violence est prohibée. Un homme ne doit pas être violent. Non seulement dans ma religion, on est partisan de la non-violence, mais même dans notre comportement, dans notre attitude de tous les jours, on ne doit pas être violent. Et pour cela, c'est que dans le monde actuel, c'est très difficile. On considère la femme dans une dimension, dans trois dimensions. La première dimension, on doit considérer la femme d'abord comme sa mère. C'est très important le mot mère. C'est-à-dire que si tu considères ton épouse comme d'abord ta mère, tu sais qu'en tant qu'Africain, l'éducation que tu as reçue fait en sorte que tu ne peux pas lever ta main et frapper ta mère. C'est pas possible. C'est chez nous en Afrique, c'est objet de malédiction. Deuxième dimension, tu dois considérer la femme comme la mère de tes enfants. Quand bien même elle n'en aurait pas. Quand même qu'elle n'en aurait pas. Mais oui. La mère de tes enfants. Une femme que tu chéris, que tu aimes bien. Et comme tu l'aimes normalement, tu l'aimes, ça veut dire que tu la considères comme toi-même. Puisque lorsqu'on se marie, que ce soit devant monsieur le maire ou à l'église, on vous dit maintenant vous n'êtes plus deux, vous êtes une seule chair. Donc tu dois l'aimer comme tu l'aimes toi-même. Donc, par conséquent, si tu t'aimes comme tu l'aimes comme toi-même, donc tu ne peux pas porter la main sur... La troisième dimension de la femme, tu dois la considérer comme, pas ta petite sœur, mais comme ta grande sœur. C'est difficile, hein? Pour les hommes, c'est très difficile. Oui, voilà, justement. Donc, c'est un problème d'éducation. Il faut considérer ta femme comme ta grande sœur. Dès lors que tu la considères comme ta grande sœur, tu sais qu'en tant qu'Africain, de par l'éducation que nous avons reçue, un homme, jamais de la vie, tu ne peux pas lever la main et frapper ta grande sœur. Et ceux des hommes qui n'ont pas de sœur aînée se sentiront exemptés Effectivement, ça, c'est un modèle général. Ce modèle général-là fait en sorte qu'une fois que c'est intériorisé en toi, toute violence est prohibée. On a encore du chemin parce qu'en attendant, ça n'est pas ce que l'on constate. Avant de rentrer dans le cabinet de l'avocat pour en parler un tout petit peu, nous allons prendre M. Aharas et ensuite je reviens à vous, Maître Aya. Bonjour. Oui, bonjour Lady, bonjour à vos invités qui sont du reste des compatriotes que je salue. Merci. Et donc je félicite également l'initiative. Alors, une question, une seule, qui sera très brève. J'aurais voulu savoir, M. Dillon a semblé dire tout à l'heure que pour l'instant, il ne semble que sur l'île de France, du moins les actions de ce collectif ne sont menées qu'au niveau de la région Île-de-France. Ma question, c'est de savoir, y a-t-il des perspectives de développer, enfin du moins, de s'étendre au-delà de l'Île-de-France ? Bien sûr.
Voilà, c'était juste la question que j'avais à poser. Bien sûr, vous avez suivi tout à l'heure Maître Rinala. Nous sommes un collectif, donc nous développons nos actions par rapport à du partenariat. Oui. À du partenariat. Donc toutes les associations congolaises qui sont installées juridiquement sur le territoire français, qui souhaitent adhérer, qui souhaitent faire partie de cette grande famille, sont les bienvenus. De telle sorte que nous puissions donc créer une synergie, créer des complémentarités dans les différentes compétences que nous avons les uns les autres. Celui-là dans le domaine de la médecine, celui-là dans le domaine de l'éducation, l'autre dans le domaine juridique, celui-là dans le domaine administratif, et ainsi de suite. De telle sorte que, dès qu'il y a des besoins qui sont exprimés ça et là, eh bien, nous pourrions, de par nos partenariats que nous avons tissés, eh bien, envoyer donc les compétences nécessaires à qui de droit. Monsieur, voilà, vous avez... Parce que vous venez de développer, pendant que nous y sommes, puisque je suis encore au bout du fil avec vous, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait quelques antagonismes en termes de leadership, comme cela arrive bien souvent, nous sommes Congolais, vous et moi, nous le savons. Est-ce qu'il y aura pas de problème pour fédérer? Est-ce qu'il n'y a pas, en amont, vous ne craignez pas qu'il y ait ce souci-là? Voilà. Oui, effectivement, ça c'est la crainte. Cette crainte-là, je la partage aussi. Mais je pense que si nous mettons en ligne de compte le fait que ce que nous poursuivons, c'est l'intérêt supérieur de nos différentes associations respectives, sinon du Congolais bénéficiaire de cette aide-là, je pense qu'on peut créer de la transcendance, hein. Et puis, excusez-moi si monsieur est toujours en ligne. Je voulais juste préciser que pour notre travail, nous avons mis en place une charte de travail qui pose donc le cadre dans lequel nous entendons travailler ensemble. Et donc, nous entrons dans quelque chose de coordonné, de cohérent. Voilà, tout à fait. Donc, il n'y a absolument pas de problème, en tout cas pour ce qui est du collectif de leadership. Par ailleurs, il faut savoir que toutes les associations qui font partie du collectif des jeunes Congolais de diaspora travaillent sur le principe de l'horizontalité. L'horizontalité, de telle sorte qu'il n'y a pas une association qui est supérieure à une autre. C'est un effet de synergie, personne n'est le chef de personne et les associations restent autonomes, si j'ai bien compris ce que vous expliquez là. Voilà, monsieur de Arras, vous avez 2 bonnes raisons de vous venir sur la place parisienne pour participer à nos émissions, en nous envoyant vos coordonnées à ladyvousécoute@telesud.com et puis pour donc voir comment peut-être vous de Arras allez là-bas ouvrir une antenne, si c'est ce qui est de l'ordre du possible, dans ce collectif des jeunes Congolais de la diaspora. Maître Aya, je sais que vous vouliez réagir depuis tout à l'heure, monsieur nous disait... de belles paroles. Ah oui, non, mais c'est vraiment parole. Et quelle parole, quelle parole. Vraiment, c'est... oui, je comprends bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire qu'un homme qui est bien éduqué ne doit pas taper sa femme, frapper son épouse. Mais ça, ce sont des questions de moralité. Je veux dire que la moralité de chacun ne se contrôle pas. Moi, je pars d'un principe simple qui est la loi. La loi, elle a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire et elle est contraignante. On ne frappe pas sa femme, pas seulement parce qu'on est bien éduqué ou mal éduqué, parce qu'on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu. Tout le monde est soumis à la même loi. Et une femme, elle se respecte non pas parce que c'est votre mère, ou c'est votre sœur, ou c'est votre grande sœur, ou c'est votre grand-mère, qu'importe. Une femme, elle se respecte parce que c'est un être humain qui a droit au respect de sa dignité d'être humain. Donc, ce type de discours qui consiste à faire croire que le respect, quelque part, se mérite, je trouve que ce sont des propos qui sont assez dangereux. Et donc, je tiens à rappeler qu'une femme ne doit pas être frappée, même si c'est une prostituée, je tiens à le rappeler. Parce qu'en disant que la femme doit être considérée comme la mère, on donne un peu l'image de quelqu'un qui doit être respecté parce qu'elle aurait des vertus particulières. Non, c'est un être humain qui a droit au respect, de sa dignité tout simplement. Et ça, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est un peu toutes ces considérations qui font qu'on mélange tout. La loi, elle a vocation à s'appliquer, elle s'applique à tous. On ne lève pas la main sur sa femme. Et encore moins sur celle du voisin. Voilà, les précisions sont apportées, les nuances quelquefois ont du bon. Monsieur à Paris, bonjour. Allô? Oui, bonjour, belle lady. Bonjour, oui, allô? Monsieur. Nous vous écoutons. Oh là là, elle vous va bien cette tenue. Ravissante. Ouais, je voudrais poser une question, lady. Nous vous écoutons. Oui, mais pour les femmes qui portent main à leur mari. Oui, quelle est la question? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Qu'en dites-vous, monsieur? Qu'en dites-vous, monsieur? Les femmes qui portent main à leur mari, mais quand la femme porte main à son mari, le mari ne peut pas rester bon ballon. Il est obligé de riposter, c'est l'homme. Bien voyons. Il y a aussi son ego qui joue. Les femmes ont-elles un ego, monsieur, à votre avis? C'est que, mais quand l'homme riposte,
La question que je vous pose est la suivante. Est-ce que les femmes, d'après vous, aussi ont un ego? Bien sûr, madame, bien sûr, mais c'est de soi. Mais Tout le monde doit respecter son ego. Il y a d'abord un respect mutuel entre l'homme et la femme. Mais on voit bien en Afrique, il y a des femmes mais qui veulent prendre toujours le dessus devant les hommes. Et vous savez bien, l'homme africain, avec... je vais être franc avec son égoïsme qui ne veut pas laisser toujours la femme prendre le devant. L'homme croit toujours, il se voit dominer. Par contre, la femme, comment dirais-je, c'est la maîtresse de la maison. Donc on doit d'abord éduquer aussi l'homme africain à respecter, comment dirais-je, le rôle de la femme dans la société. Si on n'arrive pas à respecter le rôle de la femme, il y aura toujours des problèmes dans les couples. merci, monsieur. Je sais que vous voulez réagir. Je vous vois trépigner depuis tout à l'heure. Alors, Maître Aya. Oui, bon... Déjà, la première question de monsieur qui est à sa Qui est la place jeune, tout de tout à même, fait, oui. il est des femmes qui vont avoir suffisamment de muscles et de courage pour frapper leur mari. Que Oui, faut-il bien faire? sûr. Mais de manière générale, c'est la violence qui est prohibée. Qu'elle vienne de la femme ou qu'elle vienne de l'homme, c'est la violence qui est condamnée. La violence au sein du couple et dans tous les rapports humains, de toute manière. Quand on se bat dans la rue, qu'on reçoit un coup, la personne qui a été frappée est en droit d'aller au commissariat de son domicile ou de l'endroit où l'infraction s'est commise. Voilà, pour porter plainte. Enfin, c'est toutes les violences qui sont prohibées de toute manière, qu'elles viennent de l'homme ou de la femme. Mais il est vrai qu'on constate qu'en Afrique, les principales victimes sont les femmes. C'est pour cela que la démarche est faite, effectivement, principalement à l'endroit des femmes. Alors, pour ce qu'il nous a dit après, pour le rôle de la femme, maîtresse de maison, bon... Oui, mais je pense qu'il faut un peu qu'on sorte de tout ça. D'abord, je ne suis pas Qu'on sorte de la cuisine. Oui, peut-être, effectivement. On l'aime bien, mais bon, on peut aussi un peu voir ailleurs. Tout est une question de choix. Qu'on choisisse de rester au domicile, qu'on choisisse de travailler, qu'on choisisse d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, qu'importe en réalité. Tous les choix sont respectables dès lors qu'ils sont faits de manière éclairée. Alors, je n'ai même pas très bien compris en réalité la suite de la question. Ouais, vous savez, l'homme en Afrique, oui. son ego, il ne faudrait pas que le qu'en dira-t-on, si j'ai bien compris ce que monsieur n'avait pas fini de nous dire. Tout à fait. Et je voudrais que vous réagissiez à cela. Déjà, Maître Aya nous disait tous les êtres méritent du respect, quel que soit leur statut, parce que peut-être adosser le respect de l'intégrité de la femme, notamment au fait qu'elle est sœur, mère, et d'ailleurs j'avais commencé à vous le dire, quand bien même elle n'aurait pas des enfants. Est-ce que c'est à viser cela? C'est-à-dire que je suis d'accord avec Maître quand elle dit que c'est toutes les violences qui sont prohibées, hein. C'est toutes les violences dont on doit lutter. Hein. On doit lutter contre toutes les formes de violence, même les violences verbales. Hein, à plus forte raison, celles qui sont physiques. Pour revenir à ce que disait... ici en France, on a même des associations qui s'appellent SOS Hommes Battus. Oui. En dehors de SOS Femmes Battues. C'est pour dire que ce que notre auditeur, notre téléspectateur vient de dire est une réalité qui, malheureusement, s'est exportée aussi en Afrique, puisqu'il y a aussi des femmes... Attends, je voudrais vous arrêter. Quand vous dites que c'est exporté, c'est parce que les femmes en Europe battent leur mari que les femmes en Afrique le feraient? Voyons. Je ne sais pas où ça a commencé, mais je pense qu'en Afrique, ce genre d'attitude n'existait pas hier. Mais aujourd'hui... Et en 2025 alors? En 2025, vous êtes très intéressante. C'est pour cela que nous sommes là. C'est-à-dire que moi, je suis partisan de la non-violence. Je suis contre toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent de la part des hommes vis-à-vis des femmes, ce qui est le cas général, ou même... Ou vice-versa. Vice-versa, actuellement, mais l'enjeu étant tout de même à conduire le maximum de personnes, parce qu'on l'entend bien, et vous n'êtes pas personnellement mis en cause, on entend bien que vous êtes partisan de la non-violence, mais la réelle question reste comment donc avoir un monde pacifié. Tout à fait. De toute façon, que ce soit dans les relations domestiques, publiques, économiques, et tout ce qui s'ensuit. C'est là que je rejoins Maître Rinala en disant que la base qui serait commune à tout le monde et aux hommes et aux femmes reste quand même la loi. C'est-à-dire que la loi... elle doit avoir comme première vocation de régler le fonctionnement de la société. Mais le non-respect de cette loi, justement... bien sûr, doit conduire à la sanction. Sauf si le législateur est en pantalon et s'appelle un homme. Nous allons prendre Madame à Amiens. Bonjour. Oui, bonjour, madame.
Nous vous Je écoutons. suis Madame Malonga, je vous appelle depuis Amiens en fait. Oui. Je voudrais réagir par rapport à ce que le monsieur qui était avec vous tout à l'heure au téléphone disait. Oui. Donc pour moi, personnellement, je considère que c'est de l'hypocrisie aujourd'hui de dire que les femmes sont des maîtresses des maisons parce que pour moi, un maître ou une maîtresse doit être respecté dans tous les cas. Donc aujourd'hui, je dirais que si les femmes se prennent en main, se disent qu'elles doivent réagir par rapport aux violences à leur mari, je pense que c'est pas pour rien. Parce que si je vois d'où vient l'histoire de la femme, son statut au sein de son couple, c'est-à-dire dans le mariage, pour moi, c'est comme si c'était une personne qu'on prenait, qu'on mettait quelque part et qui devrait subir tout ce qu'il y a à subir dans un couple. C'est-à-dire, je vais développer, c'est-à-dire que nous, on voit très bien dans nos familles, en Afrique par exemple, nos mamans étant mariées, première femme par exemple, et le père a son droit de ramener autant de femmes qu'il veut à la maison, que la femme, que la maman, que la première femme soit d'accord ou pas. Et le mari, en ce moment, nous savons tous très bien que le mari, en ce moment, c'est-à-dire le papa, est bien conscient du mal qu'il est en train de faire à sa femme. Mais pour lui, ça lui dit absolument rien, parce que de toute façon, elle doit rester là et elle doit accepter toutes les situations vu qu'elle est mariée et que pour lui, si elle est mariée, donc elle est là, quoi. Elle ne peut pas réagir. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, nous pouvons mettre tout ce que nous pouvons faire, mettre en place comme structure, comme défense, comme loi, comme quoi que ce soit, mais si aujourd'hui nos maris, nos papas ne réfléchissent pas, ne nous prennent pas autrement que des bétails, je veux dire, qui prennent comme ça, qu'ils épousent avec leur argent et qui font faire des enfants, rien ne changera. Parce que je vois aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, je vais taire le nom, il y a une femme qui est en train de souffrir aujourd'hui par rapport à son mari, qui a pris, mais vraiment pour femme, une fille qui a été présentée dans la famille, qui est venue chez eux, qui a vécu, qui a rendu des services. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que cette fille est devenue sa rivale. Et la pauvre dame ne veut rien, n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Elle pleure tous les matins, elle pleure tous les jours, 5 heures du matin, 4 heures du matin. Et pour son mari, c'est rien du tout. Donc moi, mon problème à moi, c'est les hommes aujourd'hui qui n'arrivent toujours pas. Ça fait aujourd'hui, on est au 21e siècle, les hommes se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et pour moi, c'est méchant, mais c'est vraiment aberrant. Donc moi aussi, je suis aujourd'hui mariée. Il y a des choses que des femmes subissent dans leur mariage qui ne sont vraiment... qui sont vraiment pas compatibles à ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme c'est la maîtresse de la maison. Qu'ils arrêtent de dire que les femmes sont des maîtresses de la maison parce qu'une maîtresse ou un maître, on doit le respecter. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Donc moi, aujourd'hui, aller voir une assistante, aujourd'hui, nos maris, par exemple, ici, accusent des assistantes sociales d'être des mauvaises personnes. Mais non, elles ne sont pas des mauvaises personnes aussi longtemps que pour eux, ils se disent que les femmes sont des êtres humains à part entière et elles ont droit à la paix, elles ont droit à être écoutées, à avoir un avenir. Donc du coup, moi je me dis que le problème c'est vraiment au niveau des hommes, nos maris à nous. Moi je suis pas en train de subir ces genres de choses, mais je vois tout autour de moi, il y a des pauvres femmes. Merci madame pour votre intervention et je voudrais vous laisser donc le soin d'y réagir, notamment sur les hommes sont bien conscients du mal qu'ils font. Je vous ai vu acquiescer. Madame, je suis d'accord avec vous. Je suis un homme, donc bien placé pour le savoir. Mais une fois de plus, je reviens toujours sur mon idée première. C'est toujours un problème d'éducation, madame. Toujours un problème d'éducation. Peut-on revenir sur l'éducation initiale, disons comme cela? Parce qu'effectivement, quand vous respectez les gens, quand vous respectez votre épouse, vous placez très bien le mot, quoi. Quand vous dites qu'elle est maîtresse de maison, effectivement, elle est maîtresse de maison, puis c'est elle qui gère toute la maison, c'est elle qui éduque les enfants. Voilà, vous la respectez, là, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que vous commencez à avoir des comportements que vous venez de nous décrire, il y en a beaucoup aussi, plus scandaleux même que ça, hein, une personne que vous avez hébergée chez vous, et finalement, après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous la transformez, ça devient la rivale de votre femme, effectivement, c'est scandaleux. Encore qu'aujourd'hui, nous avons des constitutions, je le répétais, qui vous autorisent à aller jusqu'à 2 femmes, 3 femmes et 4 femmes. Bon, nos frères, les musulmans, ils ont compris la situation. Apparemment, d'après ce que j'ai compris dans le Coran, ils disent que l'homme ne peut se marier pour la deuxième fois qu'avec l'accord de la première dame, encore
je ne sais pas si elle peut la donner ou ne pas la donner, mais enfin bref. Mais malgré ça, moi, personnellement, sur le plan juridique, je pense que le meilleur système, c'est le système monogamique, encore que c'est discutable. Mais je reviens toujours, je suis d'accord avec vous, le comportement des hommes vis-à-vis des femmes n'est pas bon. Nous allons Je suis d'accord. monsieur à Marseille et ensuite Maître Aya. Je vous demanderai de réagir. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle en effet depuis Marseille. Je suis en train de regarder votre émission. Donc, déjà, je salue votre chaîne télévision qui me plaît beaucoup. J'ai découvert un peu par hasard. Donc, déjà, bravo pour tout ce que vous faites. Merci, monsieur. Et puis, par ailleurs, en fait, je voudrais... Alors, je vais avoir une opinion qui va peut-être un peu vous choquer. Choquez-nous, monsieur, choquez-nous. Sans trop vous choquer quand même, mais en même temps, je pense que je rentre un peu dans le cadre de votre pensée. C'est-à-dire qu'à mon avis, malgré tout ce que vous dites, moi, je pense qu'en effet, que si la femme était réellement respectée, c'est-à-dire qu'elle était réellement respectée par son mari, en fait, elle pourrait très bien, et attention à interpréter bien mes propos, à mon avis, si elle était réellement respectée par son mari, dans son couple, elle pourrait très bien, je pense, assumer totalement le rôle de femme de maison en étant totalement épanouie, heureuse, mais à condition qu'en effet, avec la condition sine qua non du respect de la part du mari. Parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est quelque chose qui se fait rare. Aujourd'hui, trouver un mari qui est réellement respectueux, bon, il y en a, mais je pense qu'une femme au sein d'un couple avec un mari qui est totalement respectueux, qui respecte sa femme, je pense que ça peut, comment dire, que je pense que la femme peut être heureuse, elle peut être totalement épanouie, et voilà. Donc après, bon, c'est quelque chose qui en effet se fait rare. Et malheureusement, donc après, on parle des droits de la femme, on vient se mêler, enfin la justice vient se mêler de ce qui se passe au sein de son couple. Et par exemple, bon, on assiste à des divorces qui sont prononcés donc sans vraiment demander l'avis de personne. Et par exemple, soi-disant donc pour cause de frappe, mais parfois les conditions réelles aussi, on les connaît pas bien. Et moi je pense qu'avec un respect réel de la part du mari, il peut y avoir un équilibre complet. Et d'ailleurs, en général, dans les couples où ça se passe bien, on n'en entend jamais parler quand ça se passe bien. C'est-à-dire que la femme est totalement, entre guillemets, soumise à son mari. Et pourtant, on n'en entend jamais parler. La femme est épanouie, elle est heureuse, elle vit bien, et même certainement beaucoup, beaucoup plus heureuse que ce qu'on peut imaginer. J'espère ne pas vous avoir choqué. Non, monsieur, c'est le choix du direct. Merci pour votre participation. Alors, puisque c'était la première fois, rendez-vous du lundi au vendredi de 10h30 à midi, rediffusion à minuit. Faites circuler l'information. Merci. Maître Aya, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Comment allez-vous pour 2025, je vais résumer quand même pour ceux qui prennent l'émission en cours, comment espérez-vous, au sein de ce collectif des jeunes Congolais de la diaspora, faire en sorte qu'en 2025, les femmes congolaises et les femmes africaines en général, et peut-être toutes les femmes du monde, tant que nous y sommes, puissent s'extirper de ces schémas, de ces pesanteurs sociales qui font que du privé au public, monsieur nous disait, au privé, la loi ne sait pas toujours ce qui se passe. Alors parlons donc du public, dans les entreprises, dans la rue, le non-respect de la personne des femmes, comment pensez-vous arriver à vos fins? D'accord. Déjà, avec tout ce que j'entends, j'avoue que je me dis qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Et que moi, je ne suis pas au chômage. Je suis loin d'être au chômage. J'avoue vraiment que non, mais on a vraiment beaucoup de travail. En fait, c'est l'un des points qui sera abordé de toute manière le 28 également. C'est aussi le regard que la société porte sur la femme. Il est vrai que de toute manière, qu'importe l'abondance législative qu'on aura, dès lors qu'il n'y aura pas aussi vraiment un effort au niveau de la société, que effectivement les hommes aussi ne feront pas un effort, on n'arrivera pas à grand-chose. Monsieur nous disait, la société s'immisce, se mêle de ce qui... La loi se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et puis il a même dit que certains divorces sont prononcés alors que personne ne les a demandés. Bon, oui. Les magistrats ne rentrent pas au domicile pour faire divorcer les parties. Il faut bien que le divorce soit à l'initiative de quelqu'un. Donc on ne peut pas comme ça divorcer les gens dont je tiens à le rassurer, qui se rassure si les mariés. On ne peut pas vous divorcer. Le magistrat ne rentre pas dans dans votre domicile. Bon, il est vrai que les efforts sont à faire à plusieurs niveaux. C'est vrai que le point névralgique, c'est un peu la famille, la question de la femme mariée, parce qu'elle est vraiment dans une situation difficile. Et c'est également dû aux pesanteurs sociales qu'on a en Afrique. Mais même, effectivement, dans le secteur public, on voit que dans les entreprises et même dans la représentativité politique, on voit que les femmes ne sont pas encore totalement présentes. Et notre but à nous, c'est vrai que, bon,
nous allons informer, nous allons batailler, nous allons mener des campagnes de sensibilisation. Mais c'est vrai qu'on voit bien que le chemin sera long. Et de toute évidence, ça c'est un point qui sera aussi souligné, pour qu'il y ait effectivement cette parité effective au niveau des entreprises, au niveau de la collectivité publique, il faut également qu'on ait des femmes qui soient qualifiées, c'est-à-dire des femmes qui aient eu accès à l'instruction, à une formation efficace, qui répondent à des besoins sur le marché du travail. Et c'est vrai que ça encore en Afrique, c'est quelque chose qu'il faut continuer à favoriser. C'est pour ça que nous voulons vraiment participer à l'éducation des jeunes filles, leur permettre d'aller à l'école. Et je parlais justement des filles qui tombaient enceintes très jeunes et qui étaient obligées de quitter le circuit scolaire, donc voir comment est-ce qu'on peut répondre à ce type de besoins pour permettre vraiment aux femmes d'être présentes dans la prise de décision, de s'impliquer dans la vie de leur collectivité et vraiment d'être efficaces. Une autre piste à développer là-dessus, c'est parce qu'on a constaté effectivement en Afrique en général, lorsque les jeunes filles tombent en grossesse trop tôt, 14 ans, 15 ans, 16 ans, effectivement, l'avenir sur le plan scolaire est relativement compromis, dans la mesure où c'est compliqué après avoir mis au monde, on doit penser à l'éducation de l'enfant, la nourrir, tout et tout. Pendant que le malfaiteur galope. Voilà. Donc, une autre piste à développer, c'est la formation. Parce que qu'est-ce qui se passe, madame? On constate que dès que les femmes, les jeunes demoiselles tombent dans ce traquenard-là, dans ce piège, découvrir l'amour plus tôt et pas de mesures de protection, aucune... et tombe en grossesse. Découvrir l'amour en même temps que la maternité. Voilà, en même temps que la maternité, c'est... Et la précarité par la suite. Et la précarité... D'abord, le bon de l'école est... En cadeau. D'abord, tu continues plus tes études, tu es au chômage, pire, donc tu n'as pas de formation. Voilà, nous voulons développer la piste de la formation. Ouais. Parce que même si tu n'as pas été sur le banc de l'école, tu n'as pas beaucoup de diplômes, si tu as une formation, tu as une qualification, tu as des compétences dans un domaine précis, tu peux accéder facilement au marché du travail. Une fois que tu accèdes au marché du travail et que tu as un travail, ça te permet de t'épanouir quand même, d'avoir un salaire, d'avoir un poste de travail, d'élever son enfant, et demain, de ne pas tomber dans le même piège. De ne pas rester dépendante d'un potentiel... Un petit, moi je les appelle, c'est des voyous, parce que dès lors que tu as posé un acte, il faut assumer, il faut avoir des responsabilités, mais tu poses l'acte, c'est bien beau. Et tu te dilues dans la nature. Tu te dilues dans la nature, c'est pas responsable. Si vous n'arrivez pas à nous avoir au téléphone, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Nous allons prendre Madame Arène et ensuite Maître Aya, vous reprendrez la main. Bonjour. Oui, bonjour Lady. Bonjour. Bonjour monsieur, madame. Bonjour. Dans le plateau. Bonjour. Alors, je suis ravie de constater qu'en l'espace d'une semaine, 2 avocates femmes congolaises se présentent sur le plateau de Lady. Alors, donc, ma question va s'adresser principalement à madame l'avocate. Donc, monsieur, dans le débat, a abordé rapidement le problème de la polygamie que nos institutions nous imposent. Donc, moi, j'ai eu l'impression qu'il a banalisé son récit. Alors, c'est un problème qui génère des souffrances auprès des femmes. Et des enfants. Et ça conduit à des chaos dans nos familles. Donc, puisque vous, madame l'avocate, vous militez pour l'émergence des femmes, donc en tant que femme avocate du Congo-Brazzaville, est-ce que vous militeriez contre l'abrogation de ce décret? Pour l'abrogation. Voilà, pour l'abrogation de ce décret. Voilà ma question. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Alors, est-ce qu'un jour, est-ce qu'en 2025, puisque je le rappelle, notre sujet, c'est Femmes Horizon 2025, non pas les femmes toutes seules dans un contexte isolé, mais résolument dans un milieu social où il y aurait encore, fort heureusement, des hommes, peut-on imaginer qu'en 2025, au regard des associations des femmes juristes, des militantes associatives, des hommes de bonne volonté, que dans les lois, ça et là en Afrique, il soit tout simplement abrogé cette possibilité d'avoir, au moins officiellement, ne rêvons pas non plus les filles, hein, plus qu'une femme. Alors je vais tenter de répondre. Alors déjà, je voudrais juste préciser que la polygamie, effectivement, elle est permise dans le Code de la famille congolais, qui est donc une transcription du droit coutumier. Elle est permise avec également l'autorisation, en principe, de la première épouse.
Mon avis sur la polygamie, il est clair que si ça dépendait que de moi, ce texte n'existerait même pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la conception que j'ai du couple ni du mariage. Ensuite, la loi, ce n'est pas une promesse entre ciel et terre. Il faut qu'elle soit adaptée aux réalités sociales que l'on découvre sur le terrain. C'est extrêmement important. Si une loi n'est pas adaptée, elle ne s'appliquera pas. Celle-là l'est-elle en l'occurrence? Voilà, donc c'est la vraie question en réalité. Est-ce que cette loi est encore adaptée à nos réalités congolaises aujourd'hui? C'est un grand débat. Mais c'est important tout de même de souligner que le Congo a en principe signé je crois que c'est en 1982, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination et qu'il a souvent effectivement été reproché aux législateurs congolais d'avoir laissé justement ces dispositions qui sont considérées comme discriminatoires à l'endroit des femmes relatives à la polygamie. Donc de toute manière, il est clair que ce texte sur la polygamie a vocation à évoluer. De quelle manière doit se faire cette évolution? C'est une autre question. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir un grand débat avec les partenaires, c'est-à-dire avec le monde associatif, les élus du peuple, l'Assemblée, mais également les professionnels du droit, également du droit coutumier, parce que on pourra mettre dans les textes... Et avec les femmes, n'est-ce pas, tout de même, parce les associations féminines, justement, tout à fait. Et même quand bien même les bonnes femmes dans leur chaumière, quand bien même elles ne seraient pas membres... Il est vraiment important que ce soit un débat qui soit participatif, qui permette à chacun de s'exprimer. Parce que c'est vrai, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de pesanteurs sociales et qu'en principe, la polygamie, elle est au privilège de l'homme. Mais vous savez, j'entends quand même des femmes aussi qui veulent le maintien de ce système polygamique. Donc il est important, avant de venir avec des gros sabots et de dire que c'est totalement horrible, je pense qu'il est vraiment important de débattre et de poser les vraies questions. Est-ce qu'une société moderne, aujourd'hui, peut encore se permettre d'avoir un tel système, tel qu'il est en ce moment au Congo? C'est une grande question. Alors, débat participatif, depuis 4 ans au quotidien, on pose la question est posée. Je n'ai pas encore eu une dame qui nous dise « Oh, la polygamie, c'est ce qu'il y a juste d'excellent. Pour rien au monde, je ne voudrais être dans un ménage monogame. » Je continue à attendre, d'ailleurs, pour qu'elle nous en témoigne, pour que l'on comprenne, justement. Monsieur. J'aimerais rebondir là-dessus, effectivement. Je pense que si certains gouvernements africains, congolais en particulier, sont arrivés, si le législateur, si les membres de l'Assemblée nationale et les députés sont arrivés à inscrire dans le marbre une loi permettant donc la polygamie, c'est après une analyse. Une mûre réflexion? Je pense. Masculine? Et sociologique, basée fondamentalement donc, sur les mœurs, les coutumes et la sociologie. Et le patriarcat, voilà. Non, un tout petit peu? Et donc, je pense que c'est ça. Et ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle il faudrait autoriser à l'homme à aller jusqu'à 4 femmes, d'après ce que j'ai compris, du code de la famille. Mais comme le disait tout à l'heure Maître Rinala, Madame serait peut-être surprise. Moi, personnellement, en tant qu'homme, je militerai effectivement pour l'abrogation de cette loi. Moi, je suis foncièrement contre la polygamie. Il est vrai. Moi, j'attends aussi qu'un jour, une femme téléphone. Comme le disait tout à l'heure Maître, je la regardais avec des yeux hagards. J'aimerais quand même entendre le point de vue des femmes là-dessus, des femmes qui sur seraient... Sur les bienfaits présumés, voilà, présumés de la polygamie. Ouais. J'aimerais quand même entendre. Jusqu'à-là, je n'ai jamais entendu. Que Moi, je suis partisan de l'abrogation de cette loi. Je suis pour le système monogamique. Et non seulement pour des raisons religieuses, parce que je suis d'une religion qui est monogamique, mais également pour des raisons même sociologiques. Je pense que la paix, la quiétude d'une femme, d'un couple, je pense que c'est mieux qu'un homme reste avec une femme. Un 10e appel. Vous êtes à Paris. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, madame. Nous vous écoutons, monsieur. S'il vous plaît, je voulais passer moi, 2 questions à votre avocate. Oui. Primo, d'abord, c'est savoir si elle est mariée ou bien elle est célibataire. Elle voudra bien répondre si c'est sa vie privée, c'est elle qui décide. Deuxième question, monsieur. Oui, bon, deuxième question, parce que c'est pour savoir donc, si vraiment elle est imprégnée dans comment dirais-je, la société africaine que nous sommes. Est-ce que vraiment elle sait nos légendes et nos coutumes? De toute façon qu'on est vivant en Afrique, donc ce que les ancêtres ont fait avant sa naissance, donc est-ce qu'elle, en tant qu'avocate, parce qu'elle a appris la langue française, la langue de Molière, donc vouloir tout ça de santé un coup. Merci. Ne partez pas, monsieur. Êtes-vous polygame? Moi? Oui. Si, madame, je suis polygame. C'est ma vie privée, je suis polygame.
Parfait, merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. S'il vous plaît, j'ai 6 filles. Allô? Oui, monsieur. J'ai 6 filles dont j'ai bien éduqué. Parce que leur maman m'écoute, elle est soumise à mes conditions. Et mes filles aujourd'hui, ce sont des hauts fonctionnaires. Ça, je vous le dis. Donc, merci. Alors, est-ce qu'il est possible d'entendre les bienfaits de la polygamie de la bouche de votre épouse, de l'une de vos 6 épouses? Non, je n'ai pas 6 épouses, mais moi j'ai 2 épouses. Est-ce qu'elles peuvent nous parler? Pardon? Est-ce qu'elles peuvent nous parler? Si. Nous vous écoutons. Pardon? Nous voulons bien les entendre. Vous voulez bien l'entendre? Oui, monsieur. Bon, donc là, elle est en train de faire la cuisine. Je vais la voir à la cuisine si elle veut parler. Nous attendons, monsieur. Oh, d'accord, merci. Nous sommes patientes. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Pardonnez-nous de vous déranger, hein? Ah non, c'est pas grave, madame. C'est quoi le menu ce matin? Pardon? C'est quoi le menu aujourd'hui? Ah, le menu, je suis en train de faire la sauce graine. Nous allons venir partager. Alors, nous vous dérangeons dans vos travaux parce que monsieur... Non, c'est pas grave. Monsieur vous a passé le téléphone. Vous êtes donc au sein d'un ménage polygame? Ah oui, je suis polygame, moi. C'est la meilleure des choses qui vous soit arrivée, madame? Ah oui, c'est la meilleure des choses pour moi parce que je suis bien avec mon mari. Il n'y a aucun problème avec ma coépouse, donc je suis bien dedans. Il n'y a aucun problème. Très bien. Elle est avec vous, la coépouse? Ah, pardon? Elle est avec vous, la coépouse? Non, elle n'est pas avec moi, ma coépouse. Elle vit où? Ma coépouse? Oui. Elle vit ici, mais dans une autre province. On n'est pas ensemble. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Mais pourquoi on n'est pas ensemble? C'est comme ça. Bah, vous êtes mariés? Pardon? Vous êtes mariés? Oui. Mais normalement, la polygamie, c'est tout le monde ensemble, non? Pardon? La polygamie, ça n'est pas monsieur et toutes ses femmes ensemble? Ah, oui, mais comme on est en France, ici c'est comme ça. La France, la femme, elle habite dans une autre province. Moi, j'habite ici. D'accord. Ça ne me dérange pas du tout. Et si vous étiez ensemble, ce serait tout aussi bien pour vous? Ah oui, ce serait bien aussi pour nous. Parce que là, il n'y a aucun problème. On se voit, on s'appelle, il n'y a aucun problème entre nous. D'accord. Est-ce que vous voulez bien nous appeler quand vous serez toutes ensemble sous le même toit? Pardon? Est-ce que vous voudrez bien nous appeler quand vous serez toutes ensemble sous le même toit? Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, madame. Bonne continuation et bonne journée à vous. Hein. Okay, merci d'avoir accepté de nous parler, madame. Alors, réaction? Moi, j'aimerais d'abord réagir au point de vue du monsieur de tout à l'heure. C'est vrai, vous avez raison, hein, cher monsieur. L'Afrique, elle est très diverse, elle est très riche, elle est très variée. Et dans notre histoire, globalement, il faut dire que l'Afrique, elle est polygame. Nos ancêtres, nos papas, arrière, voilà, avaient plusieurs épouses. Et qu'on peut comprendre, sociologiquement parlant, qu'à un moment donné, le législateur est voulu, les gouvernements ont voulu inscrire dans le marbre, justement, cette polygamie. Mais... comme le disait tout à l'heure Maître Rinala, est-ce qu'une société n'est pas appelée à évoluer? Est-ce que nous vivons dans les mêmes conditions qu'hier? Est-ce que le 17e, le 18e, le 19e jusqu'au 20e siècle, on vivait de la même manière qu'aujourd'hui, au début du 21e siècle? Est-ce que les conditions sont les mêmes? Je pense que les conditions ont évolué. Et par rapport à ça, je me dis que comme les conditions ont évolué, les conditions ne sont plus les mêmes. Hier, un homme pouvait se permettre d'avoir 3, 4, 5, 10 épouses. Mais aujourd'hui, avec le coût de la vie, aujourd'hui, avec le niveau de l'instruction que nous avons, aujourd'hui, avec le niveau de la culture que nous avons, aujourd'hui, avec toutes les transformations sociales que nous connaissons, je pense qu'avec l'émancipation de la femme, avec les droits dont la femme dispose aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de commencer, nous les hommes particulièrement, à réfléchir sur la possibilité de pouvoir faire évoluer cette loi-là, cette dimension juridique de la loi coutumière qui est aujourd'hui devenue finalement constitutionnelle, pour faire en sorte que nous puissions passer du système polygamique au système monogamique. Alors, reste une véritable question. Horizon 2025, certes, c'est dans vos projets. On a entendu le témoignage de madame au téléphone. Comment allez-vous faire pour qu'en 2025, l'évolution que vous appelez de tous vos voeux puisse se mettre en place? Qu'allez-vous faire des celles des personnes qui ne sont pas de cet avis-là? Car il faudra aussi respecter cela. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une question de choix. Nous allons prendre monsieur à Toulouse avant d'en revenir à vous, Maître Aya. Bonjour. Bonjour, Lee. Nous vous écoutons, monsieur. Je voulais juste poser une question à monsieur que sur le plateau. Pas tellement bien, que j'espère que c'est celui avec les actes.
Je veux savoir, je demande à monsieur, est-ce qu'il a déjà trompé sa femme une fois? Pas encore. Pas encore? Non, jamais du tout. Vous êtes sûr de ça, monsieur? Je n'ai jamais frappé ma femme. Non, je parle de tromper votre femme. Ah, tromper? Avoir une relation extra-conjugale. Ah, ça c'est encore plus grave, hein? Non, mais je veux savoir... Mais pas encore. Ben, je suis vraiment étonné. J'espère que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi êtes-vous étonné, monsieur? Oui, parce que les hommes, vous savez, Lydie, il y a tellement beaucoup de pesanteurs qui viennent dans votre plateau, qui veulent raconter, qui parlent très bien, et ils posent d'autres actes. Hein. Je suis sûr que cet homme-là a déjà eu une relation extra-conjugale. Si il n'a jamais fait, c'est vraiment, je ne veux pas me permettre de le qualifier, mais je pense que vraiment, c'est pas sérieux. S'il n'a pas encore fait... Alors, monsieur, c'est un procès d'intention que vous lui faites, là? Non, c'est pas un procès, c'est que il sait ce que je dis est vrai. Il sait ce que je dis est vrai. Mais vous n'en avez pas... Monsieur, vous avez posé la question. Monsieur vous dit non. Oui, mais malheureusement, je vois son regard, je vois son sourire. Le monsieur, il a du mal à répondre à ma question. Ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est qu'il n'est pas vrai. Mais comment pouvez-vous affirmer cela? Parce que je sais qu'à 99%, la moitié des hommes même mariés trompent leurs femmes. Mais il est peut-être dans le 1%. Non, ça n'existe pas, madame. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme là sur terre qui n'a jamais trompé sa femme. Si on l'avoue, c'est que c'était menteur. Alors, monsieur, si ce qu'il dit n'est pas vrai, au nom de quoi ce que vous dites est vrai? Ben non, parce que je suis un homme, hein. Oui. Déjà, moi, je vous appelle de mon lieu de travail parce que je vous suis sur mon ordinateur, l'émission sur l'ordi. Je vous suis votre émission tous les jours dans mon ordi. Oui. Pendant que je suis en train de travailler, je vous dis, la moitié des hommes qui parlent très bien dans votre plateau. Oui. C'est vrai qu'ils ont de bonnes initiatives. La plupart ne disent pas la vérité. Ils parlent tellement bien, mais les actes ne suivent pas. Parce qu'on est devant la télévision, on a peur d'être mal vu. Et ce que moi je dis, cet homme-là, s'il dit qu'il a jamais trompé sa femme, vraiment, excusez-moi, monsieur, vous êtes menteur. Alors, vous êtes un fidèle téléspectateur, ainsi que vous nous le dites. C'est comme si, toutes vos interventions, quelqu'un vous qualifiait de menteur. Pourtant, vous êtes... Puisque, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis comme très menteur. Moi, je dis, moi, je ne suis pas marié. Je suis pas marié. Je suis pas marié. Mais il m'arrive, sincèrement, pas tout le temps, il m'arrive à tromper ma petite copine. Hein? J'espère qu'elle nous écoute. Non, même les hommes mariés. J'ai des amis qui sont mariés, qui trompent leurs femmes. On le voit tous les jours ici en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en France. Quand un homme passe au plateau, il n'a jamais trompé sa femme, je dis c'est des pipeaux, sincèrement. Merci pour votre appel, monsieur. Voilà. Alors, revenons-en à notre sujet qui n'est pas qui est-ce qui a trompé sa femme, comme dirait une chanson, mais bien Femme Horizon 2025. Je voudrais vous laisser réagir à l'appel précédent et puis aussi à ce que nous dit monsieur. Oui, donc bon, j'avoue que je suis un peu embarrassée, mais en même temps, c'est la réalité qui est touchée. Pourquoi êtes-vous embarrassée? Je suis un peu embarrassée simplement parce qu'il est vrai que je mesure l'ampleur de la tâche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, je l'ai bien précisé, il y a beaucoup de femmes, en tout cas, qui disent être heureuses dans des foyers polygames. Absolument. Donc, il est vrai que toutes ces questions sont des questions qui forcément doivent être débattues, car on ne peut rien imposer de manière verticale et venir dire... c'est bien parce que moralement ça me convient, c'est bien parce que moralement c'est correct. Donc voilà, donc de toute manière, la question relative à la polygamie doit faire l'objet d'un débat si on veut effectivement arriver à une abrogation ou au maintien de la loi. Hein. C'est un peu du pareil au même. Alors l'horizon 2025. Oui, nous allons finir là-dessus, plus que quelques secondes. Alors l'horizon 2025, écoutez, ce qu'on entend faire tout de même, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est quand même de garder notre dynamique et vraiment de continuer à proposer des actions concrètes pour les années qui viennent. Et nous démarrons donc dès cette année, tout à fait, dès cette année. Et notre première action, c'est donc celle du... Alors, rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, le 28 avril 2012, journée porte ouverte des femmes africaines, panorama et implication de la femme congolaise dans le processus de développement à l'horizon 2025. Merci à vous qui avez accepté de participer à cette émission. Je suis désolée de ne pas vous accorder le mot de la fin. Le temps est court. Merci vraiment pour votre participation. Au-delà de toutes ces questions polémiques, il y a de véritables questions de société, de véritables drames quelquefois qui se jouent, que nous ne pouvons pas laisser de côté. Rendez-vous dans notre édition de demain. Au revoir. Au revoir.